Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de génie logiciel avancé. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre intitulé Conception orientée objet et patron de conception. En anglais, on appelle ça le design pattern. Donc, dans ces cours, nous allons essayer de parcourir un peu en grande ligne la modélisation en utilisant l'approche IML. Et par la suite, nous allons présenter quelques patrons de conception. Comme vous le savez, le modèle IML en anglais, Unified Modeling Language, est un langage graphique pour la modélisation par objet. Donc c'est vers les années 80, début 90, qu'apparaissent le premier processus de développement orienté objet. Donc, cette prolifération a introduit plusieurs annotations et ces annotations créaient un peu une confusion. C'est ainsi que par après l'OMG a pris en main la chose pour standardiser un modèle, et le modèle qui a été mis en avant, c'est l'UML, qui est la combinaison de plusieurs autres modèles. Quand vous regardez l'UML de près, il existe plusieurs diagrammes, et le diagramme phare, par exemple le diagramme de classe, ça va ressortir les différentes entités que nous avons dans notre problème sous forme de classes et les relations. Le diagramme d'interaction qui va montrer la relation entre les différents objets du système. Le diagramme d'état va montrer les comportements de façon interne. Et le diagramme des composants et des déploiements vont montrer beaucoup plus comment les différents composants du système sont organisés physiquement et logiquement. Donc, lorsque vous regardez l'UML, on a une sémantique qui est détaillée, donc un ensemble de notations bien précises, un mécanisme intégré d'extension, un langage textuel associé utilisé pour la description des contraintes qu'on appelle les OCL. Donc l'objectif de IML est simple, c'est d'assister le développement du logiciel. Ce n'est pas une méthodologie. La méthodologie qui applique l'IML, par exemple le RUP, d'accord? On peut utiliser le RUP qui utilise les notions, les différents diagrammes d'IML pour modéliser un problème. Mais l'IML en soi ne vous donne que des outils qui vont vous aider à concevoir votre système. C'est quoi un bon modèle? Donc, lorsque vous faites la conception, en anglais, c'est le mot le plus utilisé, c'est le design. Lorsque vous faites le design de votre système, vous allez décrire sous forme de composants, sous forme de classes ou les diagrammes d'interaction tels que le diagramme de séquence. Mais la modélisation d'une personne diffère d'une autre. Et comment saurez-vous que vous avez fait le bon modèle? Il y a un certain nombre de paramètres qui vont vous aider. D'accord? Premièrement, le bon modèle devrait utiliser une notation standard que tout le monde connaît et compris. Être compris des clients et des utilisateurs. Donc, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut deviner de quoi il s'agit. Permettre aux ingénieurs logiciels de bien saisir le système. Donc, l'objectif, c'est de décrire le système, de ne pas cacher l'information, mais de rendre l'information beaucoup plus facile à tous ceux qui voudront y accéder, et procurer une vue abstraite du système. Donc, on n'entre pas dans les détails, on présente juste les interfaces clés, et dans la phase de développement détaillé qu'on pourra aller en détail. Donc, les modèles sont utilisés pour faciliter la création des designs, permettre l'analyse et la révision de ces designs et constituer la base de documentation de votre système. Donc, les éléments essentiels des diagrammes de classe du UML. Donc, quand vous avez par exemple le diagramme des classes du UML, vous avez les classes qui représentent les différentes entités. Donc, vous avez aussi les relations entre ces classes, les attributs qui vont caractériser votre classe, les opérations qui seront implémentées à l'intérieur de votre classe, et si possible, le regroupement de certaines classes à ce qu'on appelle la généralisation, s'il y a la notion d'héritage, pour éviter de répéter la même information plusieurs fois. Donc, une classe se présente à l'aide d'une boîte comprenant le nom de la classe. Donc, comme par exemple ici on a un rectangle, on peut ajouter les attributs et les différentes fonctions. Donc, c'est mieux de les regrouper sous forme de 3 niveaux. Donc, il y a le nom de la classe, deuxièmement les attributs et les méthodes. Donc,
Vous avez des signes moins, plus, plus, moins. Ça va indiquer si c'est un attribut qui est privé ou public. Plus c'est public, moins c'est privé. Moins sont les attributs, les instances de la classe. La relation entre deux ou plusieurs classes, ça peut être une relation simple, une simple association. Mais à côté de chaque association, on va mettre la multiplicité pour montrer combien de fois un élément intervient dans un autre. Par exemple ici, une compagnie, si vous voulez lire la multiplicité, il faut lire la valeur qui est opposée. D'accord? On a mis étoile, ça veut dire une compagnie peut employer plusieurs employés et un employé est affecté à une seule compagnie, travaille pour une seule compagnie. Donc, un manager peut administrer plusieurs assistants et un assistant peut aussi servir un ou plusieurs managers. Le membre de l'équipe dirigeante, le board of directors, sont pour le comité de gestion, si on peut dire. Donc, le comité de gestion dirige une seule compagnie et une compagnie est dirigée par un seul comité de gestion. D'accord? L'employé, par exemple, peut avoir 0 ou un bureau. D'accord? Et le bureau peut être utilisé par plusieurs employés. D'accord? Ici, par exemple, on peut avoir le comité de gestion, on peut dire le comité des directeurs, d'accord? Et peut être composé de 0, 3 ou 8 personnes au maximum. Et les personnes peuvent peuvent être dans plusieurs comités directeurs. Donc, vous avez par exemple une autre relation, c'est la relation où on va mettre les étiquettes, d'accord, pour bien expliciter l'essence de la relation, d'accord. Avant, l'essence n'était pas claire, mais si on met par exemple l'entrave work for, travaille pour, supervise, alloue, ok, et membre directeur. Donc, ça fait la différence. Analyser, valider les associations. Donc, quand on analyse une association, le plus important, c'est de comprendre chaque phrase. Dans des phrases, vous avez des sujets et des verbes. Et les sujets vont constituer les entités et les compléments également. Tandis que le verbe, ça va constituer le nom de la relation, de l'association. Et de là, vous pouvez aussi découler la multiplicité. Par exemple, on dit une compagnie emploie plusieurs employés. Donc, on a une relation entre une compagnie et un employé. D'abord, ça c'est un. Mais on a la relation plusieurs au niveau employé ici. Pourquoi? Parce que dans la phrase, on a le mot plusieurs employés. La compagnie emploie plusieurs employés. Un employé ne peut travailler que pour une seule compagnie. Donc, un employé, une seule compagnie. On a un. OK? Donc, on peut aussi avoir la relation plusieurs. Donc, un manager a plusieurs assistants. Un assistant aussi peut superviser, peut travailler pour un ou plusieurs managers. C'est-à-dire, une secrétaire peut travailler pour plusieurs superviseurs. Un superviseur peut avoir plusieurs secrétaires. D'accord? C'est la relation entre manager, superviseur et secrétaire. D'accord? Vous avez aussi la relation une à une. D'accord? À chaque compagnie est associé un conseil d'administration. Et dans le conseil d'administration, on a le conseil d'administration gère une seule compagnie. D'accord? Ça, c'est très important. J'essaie un peu d'avancer parce que ce sont les notions que vous connaissez déjà. Donc, souvent, lorsque nous avons deux classes qui ne représentent qu'une seule chose, par exemple, personne, on met seulement les noms, la personne information, c'est mieux de regrouper cela en une seule classe, au lieu d'avoir deux classes inutiles. Ça veut dire que lorsque vous avez traité le problème et vous avez plusieurs classes, par exemple 20 classes, essayez de parcourir maintenant toutes ces classes et voir quelles sont les classes qui peuvent se regrouper ensemble pour diminuer le nombre de classes. La relation entre le passager et la réservation. Donc, un passager peut faire plusieurs réservations et la réservation est associée à un seul avion, d'accord? Et vice-versa, d'accord? Une réservation est pour un passager, donc c'est ça la relation réservation booking avec le passager, c'est 1. Une réservation ne doit être jamais comptée
ne doit jamais compter plus d'un passager, c'est ça la même chose. Et un passager peut effectuer plusieurs réservations, donc un passager étoile peut avoir plusieurs bookings, et un passager peut aussi n'avoir aucune, parce que le plusieurs ici c'est 0 plusieurs. D'accord? Donc, on peut, si vous regardez ici, on l'a mis à l'intérieur de notre diagramme, le package. On peut aussi avoir une relation entre l'association. Donc, la classe d'association, c'est une classe, lorsqu'on a la relation plusieurs, c'est conseillé d'avoir une relation, une classe au niveau de la relation, de l'association. Donc, un étudiant, par exemple, peut suivre plusieurs cours. Donc, un cours sera suivi par plusieurs étudiants. Donc, on peut faire la classe enregistrée, donc est enregistrée dans un cours. Comme ça, on pourra avoir la note ou le niveau du cours. Donc, on peut aussi le placer au milieu ici. Un, plusieurs, un, c'est la même chose. On peut aussi avoir une relation réfléchie. Donc, une personne est en relation avec elle-même, mais seulement le sens de la relation change tout. Par exemple, un successeur, donc une personne peut être, un cours peut succéder à un autre cours, et le deux s'exclut mutuellement. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir deux cours qui représentent la même chose, non. Donc, si on met une flèche dans une association, ça veut dire la lecture se fera dans le sens de la flèche. Par exemple, ici, on n'aura pas une lecture bidirectionnelle, mais une lecture unidirectionnelle. Ça veut dire le jour, d'accord, et la note. Donc, on peut avoir plusieurs notes. Il y a une autre relation représentée par les triangles, c'est la généralisation, c'est connu avec le nom de l'héritage. On l'utilise souvent lorsque nous avons une super classe qui a déjà des propriétés. Lorsque nous avons d'autres classes qui reprennent les mêmes propriétés, c'est mieux de représenter ces classes-là sous forme d'héritage pour dire que, par exemple, l'animal aquatique ou l'animal terrien hérite par exemple de l'animal. Donc tout ce qui est de mammifères, par exemple, le poisson, donc ils héritent de l'animal. Ok? Et selon la nourriture, le type d'aliments consommés, la viande ou les herbes, donc on peut aussi classer cela. Donc ça c'est avantageux du point de vue modélisation. Ça vous réduit considérablement le nombre de classes ou la répétition des informations. Et ça permet même au moment de l'implémentation de ne pas décrire certaines propriétés vu que ces propriétés-là ont été déjà décrites dans la superclasse. Et tout ce que je ferai, déclarer les nouvelles propriétés, c'est-à-dire de nouveaux attributs manquants. Donc, on doit aussi éviter des généralisations inutiles. Il est vrai, il faut décomposer. Mais par exemple, ici, on ne peut pas dire un enregistrement, ça peut être un enregistrement vidéo ou audio. Et un enregistrement vidéo, ça peut être une musique vidéo. Vous avez déjà musique, c'est de l'audio, plus la vidéo. Vous insistez encore, c'est inutile. D'accord? Enregistrement jazz, classique, blue. Donc, ça, ce n'est pas bien approprié. Donc, ce sont des relations à éviter. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une généralisation inutile, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, ça ne vaut pas la peine de le faire. Donc, le mieux, c'est que en créant des généralisations à plusieurs niveaux, peut-être que pour le cas des habitants, on peut les regrouper et c'est plus facile à comprendre. Une classe aussi peut hériter de plusieurs autres classes. Donc, du point de vue UML, c'est possible de représenter cela. Mais lorsqu'on passe concrètement dans l'implémentation, par exemple en Java, on ne peut pas extend une classe plusieurs fois. D'accord? Lorsque je fais extend, je ne peux que extend une seule classe mère. Mais si je fais implement, je peux implémenter plusieurs interfaces. Donc souvent, si une classe hérite de plusieurs autres classes, donc les classes mères là sont souvent des interfaces. Pourquoi? C'est parce que on peut hériter de plusieurs interfaces au niveau Java. Mais si on ne fait pas
on est obligé d'avoir un seul héritage par classe. OK? Donc, on peut aussi éviter certains changements. Que l'étudiant peut être en full-time ou l'étudiant peut être en part-time. Les deux, ce sont les étudiants, ce qui représente la fréquentation. Donc, une instance ne peut jamais changer les classes. Donc là, c'est pas bon parce que c'est comme si je suis en part-time, je ne serai jamais en full-time. Or, on a souvent des gens qui commencent en part-time, qui basculent en full, ou en full qui basculent en part-time. Mais celui-ci, ça veut dire que ce sont des entités qui seront totalement séparées. C'est pas bon. Donc, le diagramme d'instance aussi, ça nous donne les instances pour chaque classe. Par exemple, on peut généraliser un employé. On crée par exemple Pat. Winnie, par exemple, c'est un employé. Donc, la relation avec les compagnies, ça nous permet de voir déjà si on va créer des objets, comment cela va se présenter. Donc, une association décrit la relation qui existe entre deux instances en cours d'exécution. Le diagramme d'instance montre les deux instances et les liens qui les unit. D'accord? Quand on parle des diagrammes d'instance ici, voilà les diagrammes d'objets. La généralisation décrit une relation entre classes dans un diagramme des classes. Donc la classe supérieure, qu'on appelle superclasse, n'apparaissent pas dans un diagramme d'instance. On représente juste les classes qui héritent. Donc, si nous avons aussi une autre relation qu'on appelle l'agrégation, donc on utilise le losange ici pour dire l'appartenance. D'accord? Un véhicule est composé de plusieurs parties. D'accord? Chaque partie appartient à un véhicule. Un pays est composé de plusieurs provinces et une province appartient à un pays. Donc, la relation de tout est souvent appelée l'ensemble ou l'agrégat. Les symboles utilisés se placent au niveau de la classe qui est agrégée. Comment on utilise l'agrégation? Donc, on regarde tout simplement la relation. Est-ce que la relation entre les deux éléments traduit une relation est une partie d'eux et composée d'eux? Si oui, vous utilisez l'agrégation. Maintenant, on a une agrégation forte qu'on appelle composition. Si la classe qui dépend de la classe principale ne peut pas exister quand la classe principale est détruite. D'accord? Si l'agrégat est détruit, Rome aussi sera détruit. Donc, s'il n'y a pas de building, il n'y a pas de salles. Mais s'il y a des salles et si le building est détruit et qu'il y a des salles, c'est que ce n'est pas une composition, c'est une agrégation. D'accord? On a aussi la relation entre employé et adresse. S'il n'y a pas d'employé, il n'y a pas d'adresse. Donc, on peut aussi avoir une hiérarchie, c'est-à-dire on a plusieurs classes qui sont les véhicules composés de châssis, de tout ce qui est bumper, tout ce qui est portière, et le châssis est composé des frames, le moteur, la transmission, le pneu. Donc, on peut avoir aussi cette nouvelle relation où un élément qui est le constituant d'un autre, lui-même est constitué d'autres éléments. D'accord? C'est possible d'avoir une hiérarchie d'agrégation. La propagation maintenant, la propagation d'un mécanisme statuant que lorsqu'une opération est effectuée sur le tout, elle doit aussi s'appliquer à ses parties. D'accord? On détruit la classe mère, la classe fille aussi elle est détruite. La classe mère hérite d'une propriété et cette propriété est appliquée aussi sur la classe d'agrégé. Donc on peut, au lieu de créer des classes, on peut créer ce qu'on appelle des interfaces. Une interface décrit une portion du comportement visible d'un ensemble d'objets. D'accord? On décrit des méthodes, on décrit les attributs de notre interface, mais on ne donne pas leur façon de fonctionner. C'est la classe qui implémente l'interface qui va les définir. Donc c'est pour cela, des fois l'interface est utilisée parce que ça vous donne le prototype des différentes méthodes que vous devez acheter, mais chaque banque peut avoir sa manière d'implémenter cela. Okay? On laisse la liberté à chacun d'implémenter sa méthode, par exemple, de retrait d'argent ou d'implémentation de crédit, ainsi de suite, ou de dépôt. Donc, pour faire l'interface, la classe en question, le mot
entre griffes, interface, pour dire que ce n'est pas une classe à définir, c'est beaucoup plus une classe à implémenter. Donc, il est toujours préférable d'inclure le diagramme IML dans un document décrivant les systèmes, ok? Parce que ça vous permet, dès la phase d'analyse et conception, de comprendre de quoi il s'agit. Donc, lorsqu'il reviendra maintenant d'implémenter cela, ça sera plus facile. Le diagramme IML a introduit un autre langage qu'on appelle Object Constraint Language. C'est pour juste insister sur les contraintes. Bon. Deux classes, une relation peut avoir des contraintes et ces contraintes doivent être matérialisées. Par exemple, j'ai une classe école et on me dit école doit toujours au minimum avoir 50 étudiants. Donc, je ne vais pas créer un attribut pour dire attribuer la valeur par défaut c'est 50, mais je vais noter, si j'ai le nombre d'étudiants comme attribut dans la classe, en bas je peux noter le nombre minimum c'est 50. D'accord? Ça va nous aider dans la phase implémentation d'utiliser cette contrainte-là. Une école sera acceptée si et seulement si cette école dispose au minimum de 50 étudiants. Donc, une expression OSL décrit un énoncé logique à propos du système et qui doit demeurer vrai. Donc, une contrainte ne doit pas amener des effets secondaires. Donc, lorsque vous utilisez l'OCL, vous devez spécifier quelle valeur doit avoir les attributs d'une classe ou d'une association. Donc, on peut utiliser tous les opérateurs que nous connaissons, supérieur, inférieur, égal, ou les opérateurs arithmétiques plus, divisé, moins, l'addition, des valeurs booléennes vraies ou faux. Donc, ce sont les expressions qui sont utilisées dans l'OSL. Par exemple, ici, je fais une note à côté, j'ai dit que une ligne, par exemple, un dessin, par exemple, linéaire peut être, par exemple, un chemin, ça peut être une ligne, ça peut être un polygone. Mais ici, on insiste, on met une petite note qui dit que le linear shape, c'est n'importe quel dessin qui sera constitué de segments. OK? Et ici, en haut, on donne les contraintes. Pour chaque côté de notre linear shape, si deux côtés sont différents, ça veut dire que le point de départ de l'un est différent du point de départ de l'autre et le point d'arrivée de l'un est différent du point d'arrivée de l'autre. Ok? Donc, si les deux sont égaux, ça veut dire que c'est le même point ou la même droite. Donc, on peut voir aussi les contraintes ici. Par exemple, pour une ligne, la contrainte et le nombre de côtés doit être égal à 1, pas plus de 1. Si on a plus de 1, ce n'est plus une ligne. D'accord? Si c'est un chemin, la longueur doit être égale à la somme de tous les périmètres, par exemple. C'est la somme de tous les côtés. Donc, le périmètre doit être la somme des côtés. Donc, vous voyez en bas, on fait des contraintes. Et ces contraintes-là sont très importantes à utiliser dans la phase implémentation. D'accord? Il y a certaines contraintes qui deviennent un peu plus difficiles de représenter comme la généalogie. Par exemple, on a un homme et une femme, mais on a la classe personne. On dit que il y a une relation entre deux personnes. Donc, vous pouvez insister la relation mari-femme. Vous pouvez insister en disant que, et par exemple, des sexes féminin, c'est une femme et des sexes masculins, c'est un homme. D'accord? On peut mettre ça sur la contrainte pour que lors de la programmation, qu'on ne fasse pas des erreurs. Ok? La relation entre parents et enfants. Si on représente seulement ce schéma qu'un enfant, un parent peut avoir plusieurs enfants, un enfant a deux parents, d'accord? Ça peut poser des fois le problème, d'accord? Donc, il faut insister sur la contrainte pour dire que non, si un enfant a deux parents, ça veut dire que c'est un père et une mère, d'accord? C'est pour cela qu'on met la contrainte pour dire que les deux parents, les sexes doivent être opposés. Donc, on peut représenter ça sous forme
avec contrainte. Si on ne veut pas avec contrainte, on peut segmenter la classe personne en faisant l'héritage, en créant une autre classe qu'on appelle femme et homme. Et on peut maintenant représenter une autre classe qui est l'union de deux. Et sur cette classe-là qui est l'union de deux, cette classe union sera reliée avec personne. Et en haut, on va mettre enfant et on va mettre parent en bas. D'accord? Si on ne veut pas représenter des contraintes, on doit décomposer. Donc, l'absence des contraintes peut rendre ambiguë la lecture de certains diagrammes. L'existence des contraintes peut faciliter les choses. Mais si vous pouvez décomposer pour ne pas exprimer la contrainte, tant mieux. Donc, utilisez le OCL pour exprimer la contrainte. Donc, tout ce que nous avons vu comme diagramme, comme association, on peut traduire tout cela en langage de programmation. Si vous développez en Java ou si vous développez en C++, vous pouvez développer, étendre cela. D'accord? Extend, c'est la classe pour exprimer la relation d'héritage et implement va aussi être utilisé dans ce sens. Donc, quand j'ai l'héritage, j'utilise l'extend. Quand c'est une interface, j'utilise implement. Donc, on peut aussi, par exemple, ici la classe vol et constituer des attributs comme la date, le voyage, le type de vol, c'est un vol régulier, et on peut créer ce qu'on appelle les constructeurs avec paramètres qu'on peut remplir de valeurs par défaut. Donc, s'il y avait une extension, on allait aussi représenter l'extension de la classe. OK. La dernière partie que je vais aborder, ce sont les patrons de conception qu'on appelle en anglais le design pattern. Je vais essayer de résumer ces parties parce que ça sera un peu difficile à comprendre si nous allons diapo par diapo, mais essayons de les résumer un peu avec des analogies pour comprendre de quoi il s'agit en réalité. Lorsque vous développez une application informatique, il y a un principe qui dit on ne réinvente pas la roue. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de développer existe déjà ou il y a une forme semblable que vous pouvez tirer et adapter. Les patrons de conception, en fait, ça vient de l'expérience de travail. C'est-à-dire les gens qui ont beaucoup développé sont arrivés à dire que voilà, en général, lorsque nous concevons des logiciels, les différents composants se présentent sous cette forme. Par exemple, vous avez un principe client-serveur, par exemple, qu'on a dans le réseau. Un client, il demande les services et un serveur lui fournit les services. Vous avez la notion, par exemple, de proxy. Je ne vais pas entrer directement en contact avec la classe principale. Je passe par une classe intermédiaire qu'on appellera le proxy. Et c'est le proxy qui contacte la vraie classe. C'est pour cacher l'implémentation de ma classe. J'expose seulement les interfaces via une autre classe qu'on appellera proxy. OK? Donc, lorsque vous voulez concevoir, une des questions que vous allez vous poser, le modèle que je suis en train d'implémenter ressemble à quel design pattern? OK? Lorsque vous retrouvez le design pattern, vous savez de quoi il s'agit et comment vous pouvez modéliser votre problème et ça vous donne la facilité d'implémenter cela. OK? Ça vous donne la facilité. Donc, les designs qu'on appelle les patrons de conception sont là juste pour nous aider à gagner du temps dans la conception de notre système. Donc, c'est quelque chose qui a été proposé depuis 1977 dans la conception orientée objet. Donc, la description d'un problème ramène et sa solution. Une solution peut être utilisée de millions de fois sans être deux fois identique. Une forme de conception, de pattern, des modèles, ça veut dire des choses qui se répètent souvent. Donc, le patron de conception, c'est la description d'une solution classique à un problème récurrent. D'accord? On connaît que ce problème-là revient souvent. Comment vous l'avez résolu dans le passé en utilisant telle stratégie? Donc, si ça revient, vous allez utiliser la même stratégie. Souvent, je donne l'analogie du football. Je ne suis pas trop familier avec le foot, mais on attend souvent les systèmes 4-4-2,
ou bien 3-3, 4-3-3, vous voyez, 4-3-3. Donc, c'est toutes ces combinaisons-là pour avoir 10 joueurs. Donc, on combine. On renforce peut-être la défense. On met juste un attaquant. On renforce le milieu 4-4-1. D'accord? Ou on joue beaucoup en attaque. Donc, on n'a pas le milieu du terrain. On lance les ballons. Donc là, on joue si c'est 4-2-4, je ne sais pas. Quand on est dans une phase où on doit vraiment attaquer, on n'a qu'un seul défenseur et on a tous les attaquants. Donc on a un système, par exemple, 1-4-5. D'accord? On peut combiner plusieurs modèles. Donc ces modèles-là, ramenez-les maintenant dans le système de conception. Le design que je vais faire, mon application, la relation entre tel composant et l'autre, ça entre dans quel type de modèle, dans quel type de pattern. Si j'ai un modèle qui ressemble à cela, je vais appliquer les modèles. Ok? Donc, le modèle en soi n'est pas une brique, donc c'est pas quelque chose où on prend juste, on introduit, non. Tout dépend de l'environnement, du contexte. On ne peut pas l'appliquer comme ça. Donc, ce n'est pas une règle. Bon, un pattern ne peut pas s'appliquer mécaniquement. Donc, il doit y avoir un contexte bien défini. Ce n'est pas aussi une méthode. D'accord? Et vous devez prendre la bonne décision. Les principaux éléments de description d'un pattern sont le nom du pattern qui résume le problème. Bon. Beaucoup de patterns, les patterns ont été créés en anglais. Souvent, le mot, c'est plus compréhensif en anglais qu'en français. Déjà, quand j'ai dit les patrons de conception, nous, en français, quand on dit patron, c'est une relation d'autorité, d'inférieur, mais c'est pas. Quand vous utilisez en anglais des design patterns, vous sentez que vous comprenez plus le mot. Parce que design, c'est la conception, mais pattern, c'est la forme. D'accord? Donc, au lieu de parler des patrons de conception, si on le traduit littéralement, ça pouvait être les différentes formes de conception ou formats de conception. Donc, ça peut être plus. Donc, mais en français aussi, le mot patron, ça veut dire modèle, les différents modèles de conception. Donc, la structure est une représentation graphique des classes du modèle. Donc, il faut avoir d'abord le nom, l'intention, d'accord, les indications d'utilisation, la motivation et la structure. Donc, l'objectif et l'avantage du patron, c'est la capitalisation de l'expérience. Parce que vous avez déjà acquis de l'expérience sur un problème. Lorsque vous avez un autre problème qui arrive de la même forme, vous pouvez utiliser ces modèles-là. Parce que ça a marché dans le passé. On le voit souvent en ingénierie informatique. Il y a coupure d'Internet. Comment vous diagnostiquez quand il y a coupure d'Internet? Avant, par exemple, vous pensez qu'il faut redémarrer le routeur. Par la suite, vous allez dire non, je ne redémarre pas le routeur. Je vérifie d'abord si le DNS de mon provider marche. Si le DNS de mon provider n'est pas accessible, ça veut dire qu'il y a un problème. Je dois appeler le DNS de mon provider. D'accord? Donc, ça peut changer votre façon de diagnostiquer le problème. Vous n'allez plus agir mécaniquement. Deuxièmement, ça permet l'élaboration de construction de logiciels de meilleure qualité. Parce que les logiciels qui ont une longue vie, ce sont les logiciels qui ont abouti après un certain nombre d'expériences. D'accord? Ça devient mature après plusieurs améliorations. Donc, un design pattern a été élevé à un niveau où sa qualité n'est plus à justifier. D'accord? D'où il y a moins d'erreurs possibles. Troisièmement, la communication plus aisée. Donc, c'est plus facile de comprendre qu'est-ce qui est derrière et plus facile d'écrire le code associé à ces patterns parce qu'on connaît déjà le principe. Et on peut également apprendre en suivant de bons exemples. Donc, maintenant, les inconvénients qu'on peut remarquer, ce sont par exemple la nécessité d'un effort de synthèse conséquent. Donc, ici un peu de reconnaître le pattern et de faire de l'abstraction. Il faut nécessairement un apprentissage et de l'expérience parce que ce n'est pas facile.
Et également, les patterns se dissolvent en étant utilisés, d'accord? C'est pas facile seulement de les reconnaître visuellement. Et il y a plusieurs modèles. Donc, il faut parcourir tous ces modèles. Il y a à peu près 23 modèles qui ont été présentés. Donc, tout connaître, ce n'est pas facile. Mais l'essentiel est de connaître quelques-uns que vous utilisez souvent. Parmi les patterns, il y a 3 grandes familles. Il y aura 2 modèles qu'on peut appeler le modèle de création, d'autres qu'on appelle les patrons de structure et le patron de comportement. Donc, est-ce que je vais créer une classe qui va me créer, par exemple, je crée un jeu, et dans le jeu, je dois créer, à chaque fois on choisit un joueur, je dois créer un joueur. D'accord? C'est comme on appelle ça en anglais le factory. Je dois créer un joueur. D'accord? Donc c'est comme si à chaque fois qu'un joueur choisit le type, par exemple, de player, il y a les caractères qui doivent être créés. On doit ajouter tout ce qui est armes, tout ce qui est équipement, tout ça. D'accord? Là, on va utiliser un pattern spécial pour la création. Maintenant, quand on est dans la structure définit l'usage des classes, les objets dans les grandes structures, ainsi que la séparation entre l'interface et l'implémentation. Comment les choses sont organisées. Ce n'est plus la création, mais c'est l'organisation. D'accord? Et le patron de comportement, ce sont le patron qui ne se focalise que sur la manière de gérer les algorithmes et les divisions des responsabilités. D'accord? Lorsque vous regardez par exemple dans la création, vous avez Abstract Factory, qui est un patron. Vous avez le builder, vous avez le prototype, vous avez le singleton. D'accord? Donc ça, ce sont quelques patrons. Donc mon modèle peut ressembler à un singleton. Ce singleton, c'est lorsqu'on a une seule instance de classe pour tout le monde. D'accord? Au lieu que pour chaque classe, on a un attribut spécifique, on a un seul attribut qui est commun pour toutes les classes créées. Là, c'est le singleton. Par exemple, si vous voulez avoir un répertoire central qui va stocker les données, et tout le monde peut aller dans ces répertoires-là pour puiser de l'information, ces répertoires-là, c'est un singleton. C'est un modèle singleton. D'accord? Un builder, un prototype. Pour la structure, on a par exemple les adaptateurs, le bridge, le composite, le decorator. Donc ça, ce sont les différents modèles de proxy. Pour le comportement, par exemple, on a la chaîne des responsabilités. D'accord? On a les itérateurs, on a les momentos, on a les observers, on a les states, on a les stratégies. Ça, ce sont les différentes classes du point de vue comportement. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est juste d'écrire un modèle pour chacun d'eux pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, pour la création, on fait l'abstraction du processus d'installation des objets. Donc, à chaque fois que je suis en train de créer de nouveaux objets, je suis dans le pattern de création, mais je dois comprendre de quel pattern il s'agit. Donc, ici, l'objectif, c'est de rendre indépendant comment les objets sont créés, composés, assemblés et représentés. On cache ce qui est créé, qui crée, comment et quand. Il y a plusieurs classes. Il y a par exemple Abstract Factory. C'est pour passer un paramètre à la création qui définit ce que l'on va créer. Ah pardon, qui définit. Ici, il faut changer. C'est pas déni, qui définit ce que l'on doit créer. Le builder, par exemple, on va passer un paramètre à un objet qui sait construire l'objet à partir d'une description. Donc, je donne des paramètres et l'objet sera créé. Donc, quand je parle par exemple des jeux, il faut créer des caractères. Le builder, le pattern builder est plus utilisé. Factory method, c'est pour que la classe sollicitée appelle des méthodes abstraites. D'accord? Le prototype varie, qui existe sont des copies ou ensemblées. Et la méthode la plus utilisée, les singletons, pour garantir qu'il n'y a qu'une seule instance de classe. Donc, quand on prend par exemple le singleton, je vais le détailler, ça garantit qu'une classe n'a qu'une seule instance et fournit un point d'accès global à cette classe. OK? S'il doit avoir exactement qu'une instance de classe et qu'elle doit être accessible au client de manière globale,
si l'instant doit pouvoir être sous-classé et si l'extension doit être accessible au client sans qu'il n'y ait à modifier leur code. Donc, les indications. Donc, quand est-ce qu'on utilisera les singletons? Lorsque ces deux indications sont respectées. Par exemple, le cas de l'imprimante. L'imprimante reçoit des requêtes venant de plusieurs utilisateurs. Il y a les spoolers qui met ça dans une file d'attente et la file d'attente va commencer à imprimer. Donc ça, c'est une approche des singletons. Cette application, c'est un singleton. C'est un seul exemplaire pour toutes les classes qui vont la solliciter. Le gestionnaire d'affichage également comme l'écran reçoit les instructions venant de plusieurs programmes. C'est un singleton. Le générateur de nombres aléatoires avec grain, c'est aussi un singleton. Donc quand on a un singleton, donc on les désigne sous forme de singleton, d'accord? Et la classe qui sera en singleton, c'est créé avec le mot-clé statique. Le mot-clé statique, ça veut dire que on n'aura qu'une seule copie. D'accord? On n'aura qu'une seule copie. Donc, lorsqu'on implémente un singleton, on utilise le mot-clé statique. Par exemple, ici, unique instance. Okay? Côté structure, comment les objets sont assemblés et les patterns sont complémentaires les uns des autres. D'accord? Comment les éléments sont assemblés. Donc, on a par exemple les adaptateurs, les patterns qu'on appelle adaptateurs. Moi, j'aimerais que dans ces chapitres, vous allez un peu sur Internet, vous faites entrer chaque nom pour voir comment c'est modélise. Faute de temps, je ne peux pas tout représenter ici. Les adaptateurs pour rendre un objet conforme à un autre. D'accord? Quand on a un objet, on veut que cet objet-là soit pareil qu'un autre, donc j'utilise l'adaptateur. Le bridge, c'est pour lier une abstraction à une implémentation. Le composite, basé sur les objets primitifs. Façade, flyweight. Le plus utilisé, on peut parler aussi de proxy, d'accord? Quand un objet en masque un autre. Donc, quand j'ai une classe et je ne peux pas avoir accès directement à la classe, je dois passer par une autre classe intermédiaire. Là, le pattern, c'est le pattern proxy. Donc, je dois appliquer le proxy. Et enfin, le troisième niveau, c'est tout ce qui est comportement, des behavior patterns. Donc, on regarde beaucoup plus le comportement pour décrire les algorithmes, le comportement entre les objets, les formes de communication entre les objets. Donc ici, on a plusieurs patterns. On a la chaîne de responsabilité, on a la commande, on a l'interpréteur, on a les médiateurs, on a les momentos. Donc on a les observers. Souvent, le plus utilisé, c'est l'observer. D'accord? On a les visitors. Donc chaque pattern vous donne ce qu'il faut faire. D'accord? Donc tout ce qu'on peut conclure ici, c'est quoi? Les design patterns ne sont que des éléments de conception. On les combine pour produire une conception globale des qualités. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est trouver les bons objets. Mieux réutiliser, concevoir pour l'évolution. Mais on ne doit pas abuser des patrons de conception, hein, parce que l'abus peut parfois nuire à la lisibilité des solutions de conception proposées. Donc, prenez le temps de comprendre votre problème. Si le problème correspond à un pattern, par exemple, de comportement, appliquez-le. Ça va vous faire gagner du temps. Ou bien, si c'est structurel, appliquez-le également. Ou si c'est des créations. D'accord? Vous avez trois grandes familles de patterns et chaque pattern va vous aider à faire quelque chose. Donc, le plus important dans cette partie, c'est que vous devez retenir que lorsque nous avons un problème, nous pouvons utiliser la modélisation UML pour décrire les différents objets de notre système sous forme de diagrammes de classe, sous forme de diagrammes de séquences, sous forme de diagrammes d'activité, diagrammes de composants. Et en plus, dans la phase implémentation, je peux modéliser mon problème, par exemple le diagramme de classe, sous forme d'un pattern bien connu pour que dans la phase d'implémentation, je tire profit de cela. D'accord? Donc, essayez de comprendre le problème et faites intégrer les design patterns si il le faut. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour le prochain chapitre. Merci.